Voici ma deuxième vidéo de classement des meilleurs jeux de société de 2025, avec ici les meilleurs jeux faciles et familiaux sortis uniquement à l'étranger cette année. Donc des jeux plus compliqués à trouver, un peu moins connus, pour lesquels il faut passer par des boutiques d'import éventuellement. Mais vous allez voir que certains d'entre eux vont arriver très prochainement en français, donc vous en entendrez beaucoup plus parler. Encore une fois, une liste de bons jeux. J'ai classé 20 jeux, de 20 à 1, et j'ai fait, comme pour ma première vidéo avec les jeux sortis en français, un petit classement rapide de jeux de pli et de défausse, que j'ai mis un peu à part, et on va commencer par ça. Sachez que la plupart des règles de ces jeux sont disponibles déjà sur la chaîne. J'essaie de toute façon, à chaque fois que je joue à un jeu qui m'intéresse, de le présenter en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez plus de détails. Ici, je vais passer assez vite, vous donner voilà mon petit classement et vous donner un aperçu en fait de ce qui va arriver certainement l'année prochaine en français. Donc on commence avec les jeux de pli et de défausse. Et en cinquième place, j'ai choisi le jeu Ruins, un jeu de John Declair qui reprend sa mécanique d'amélioration de cartes à base de cartes transparentes. Donc c'est, je pense, une mécanique qu'il a brevetée puisque beaucoup de ces jeux utilisent cette mécanique. Donc il a adapté ça à un jeu de pli. Vous allez donc avoir des cartes qui vont évoluer au fil de la partie, que vous allez améliorer en rajoutant voilà des petites capacités particulières. Ça en fait un jeu assez original dans le genre, donc plutôt intéressant. Le petit bémol, c'est qu'il y a quand même pas mal de manipulations. Il faut mettre les cartes transparentes dans des sleeves, on peut en rajouter plusieurs, et à la fin de la partie, pour ranger, il faut tout enlever, tout retrier. Ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, ça en fait un jeu intéressant à tester à l'occasion pour ceux qui aiment ça. Quatrième position, j'ai choisi le jeu Tricky Time Crisis, qui est un jeu d'origine japonaise, sorti à la base en 2023, mais qui a été réédité en 2025 avec une nouvelle boîte et de nouvelles cartes qui peuvent se combiner d'ailleurs entre elles. Un jeu de pli assez original puisque c'est un jeu où on ne doit pas suivre à la couleur. Au contraire, il faut jouer des couleurs différentes puisque chaque couleur de carte va correspondre à un personnage spécifique. Donc soit des héros, soit un méchant. Et il faudra à chaque pli qu'il y ait des héros différents et un méchant à chaque fois. Et en fonction des valeurs des cartes, ce sera soit le méchant, soit les héros qui vont gagner. Et c'est un principe après de collection de cartes. Il va falloir avoir des cartes d'un même type dans une quantité limitée pour marquer un maximum de points. Ça fonctionne bien, c'est assez original, les illustrations sont rigolotes, donc un bon petit jeu de pli aussi. En troisième place, j'ai choisi le jeu Gadget Builder. Celui-là, j'étais curieux parce que c'est un jeu de Tom Lehmann, qui est le papa de Race for the Galaxy, entre autres, de Res Arcana aussi, donc un auteur assez connu qui a fait des excellents jeux. Et là, il a fait sa version, on va dire, du Uno. Donc un simple jeu de défausse de cartes, avec un petit twist, puisqu'on va pouvoir utiliser des cartes robots, donc des cartes violettes dans le jeu, qui vont nous aider pendant toute la partie à casser un petit peu les règles du jeu pour défausser plus vite nos cartes. Et au final, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc c'est une bonne alternative Uno, un jeu tout à fait familial, hein, qui a bien sa place dans cette catégorie, qui fait pas l'unanimité de ce que j'ai pu voir. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé. Moi, je trouvais ça intéressant, donc voilà, à tester à l'occasion. En deuxième position, je choisis le jeu Bitcoin, encore un jeu d'origine japonaise, un jeu de pli assez intéressant, puisque le but là, ça va être d'essayer de se débarrasser de cartes qu'on aura au début de la partie, des cartes noires numérotées de 1 à 7, il me semble, qui seront devant nous, et pour ça, il va falloir jouer un certain nombre de plis correspondant à la valeur de ces cartes. Pour espérer faire partir ces cartes, il faut vendre ces actions le plus vite possible, hein, c'est le thème un peu du jeu. Et ça crée, encore une fois, une mécanique originale, hein, toujours pareil avec ces jeux de plis, c'est toujours un petit peu le même principe, mais il y a toujours un petit twist intéressant qui font que chaque jeu est différent et que chaque jeu a son petit truc, et celui-là est vraiment pas mal dans son genre. Enfin, en première position de ce petit classement des meilleurs jeux de pli et de défausse sortis uniquement en anglais cette année, j'ai choisi Mu Mort, la version révisée, donc version qui est sortie fin 2024 je crois, ou tout récemment, qui reprend le jeu Mu Mort qui est assez ancien, assez connu, en adaptant un petit peu, en modifiant un petit peu les règles, et c'est pour moi voilà un des meilleurs jeux de pli qui va condenser un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans les autres jeux de pli à droite et à gauche. Vous allez avoir des atouts forts, des atouts faibles qui vont changer à chaque tour. Vous allez à chaque tour de jeu créer des équipes en fonction d'une petite phase d'enchère que vous allez faire en début de partie. Vous allez dévoiler des cartes. Donc plein de petites mécaniques de jeu de pli qui vont s'emboîter les unes avec les autres et qui vont en faire un jeu très tactique, très stratégique et vraiment intéressant. Donc un des plus intéressants pour moi, je pense, sur le marché aujourd'hui. Et on part maintenant dans le top 20 des meilleurs jeux familiaux, des jeux qui vont pouvoir se sortir avec n'importe quel type de public. Et vous allez voir, même si ce sont des jeux en import, vous allez pouvoir y jouer très facilement en français, puisqu'il y a quasiment aucun texte sur le matériel de tous ces jeux. C'est souvent le cas des jeux que j'achète en import, hein. C'est pas des jeux narratifs où il va falloir
bien comprendre l'anglais ou l'espagnol ou je ne sais quelle langue. Là, tous ces jeux sont très facilement jouables une fois qu'on connaît les règles. Et je vous dis, la plupart sont déjà expliqués sur la chaîne. Alors en 20e place, il y a Express Cross. Ça, c'est un jeu, je pense, d'origine coréenne ou japonaise. C'est un simple jeu de dés dans lequel vous allez devoir remplir des cases numérotées, une colonne et une ligne, et il faudra remplir ces cases par ordre croissant. Donc de gauche à droite pour la ligne et de haut en bas pour la colonne. Donc en mettant des valeurs qui vont correspondre aux dés que vous allez lancer. À chaque tour, vous allez lancer de plus en plus de dés et vous allez inscrire les valeurs, la somme de ces dés, dans les cases que vous voulez. Et il faudra essayer d'optimiser un petit peu le placement de ces dés. Donc vraiment très basique, très simple, mais finalement assez addictif et assez efficace. Donc voilà, un petit jeu à tester à l'occasion, qui peut se jouer avec n'importe qui, même avec des enfants. En 19e place, j'ai choisi le jeu Logic and Lore. Alors celui-là pas très connu, puisque c'est un petit jeu de déduction pour 2 joueurs uniquement, donc un jeu d'affrontement, hein, on est chacun pour soi, et c'est un jeu qui a l'air vraiment tout bête à l'origine, puisqu'il va s'agir de replacer des cartes numérotées dans le bon ordre devant soi. Des cartes numérotées de 1 à 9, qu'on va mélanger en début de partie, qu'on va mettre face cachée aléatoirement, et ce sera le premier joueur qui va réussir à les reclasser dans le bon ordre, et pour ça, à chaque tour, on va pouvoir poser des questions à son adversaire, sur la position de nos cartes, en lui montrant les cartes sur lesquelles on veut des informations, et en lui posant des questions spécifiques, qui vont être assez différentes, et qui vont vous donner des petites informations pour vous aider à déduire la bonne position des cartes. Donc ça a l'air tout bête, ça a l'air un peu nul sur le papier, mais en fait c'est très efficace, et ça fonctionne très bien, donc pareil, un jeu qu'il faut plutôt tester, plutôt que regarder, et pour ceux qui aiment la déduction, c'est tout à fait intéressant. En 18e position, j'ai choisi le jeu Corum. Corum, c'est un petit jeu qui n'a rien de très original, puisque ça va être principalement de la collection de cartes et de la majorité sur un petit plateau. Donc vous allez avoir une main de cartes en début de partie, un petit plateau avec différentes régions, et votre but, ça va être de poser des cartes devant vous, qui vont vous permettre de progresser sur les plateaux, et de collectionner des cartes qui vont être de différents types, et vous faire marquer des points de plein de façons différentes. Donc des mécaniques ultra connues, déjà vues un peu partout, mais qui s'imbriquent plutôt bien et qui en font un petit jeu familial assez rapide, facile à sortir et vraiment intéressant. En 17e position, j'ai choisi le jeu Brillant, encore un petit jeu de dés où il va falloir remplir des numéros dans une grille avec différentes régions de couleurs qui vont vous donner des contraintes sur la façon de remplir ces régions. Et vous avez simplement 2 dés dans le jeu. Quand vous lancerez les dés, vous aurez un dé qui va vous déterminer la valeur que vous allez inscrire dans une case vide, et l'autre dé qui va vous donner la valeur à côté de laquelle il faudra inscrire l'autre numéro. Et c'est tout. Donc vous allez lancer ces dés à chaque tour, et tout le monde simultanément va devoir essayer de remplir au mieux ces cases. Le but du jeu, c'est de marquer le plus de points avant la fin de la partie, même d'atteindre un certain nombre de points pour gagner. Et pour ça, il faut remplir les zones de couleurs en respectant les contraintes. Donc c'est tout bête aussi, ça fonctionne très bien, c'est très facile à jouer, et c'est assez addictif, avec 4 grilles différentes, avec des niveaux de difficulté crescendo, et qu'on ressent bien au fil des parties. La grille numéro 4 est vraiment plus compliquée à remplir que la 1, et ça fonctionne vraiment pas mal. En 16e position, je choisis le jeu Orapamine. C'est une sorte de revisite du toucher-coulé pour 2 joueurs exclusivement, où vous allez devoir placer des minerais, des gemmes, sur une petite grille quadrillée, donc numérotée. Vous allez, dans une partie de base, avoir une gemme bleue, une jaune, une rouge et 2 blanches. Chaque joueur en début de partie va placer ça caché derrière un petit paravent. Et le but du jeu, ça va être de deviner la position exacte des gemmes de son adversaire avant lui. Pour ça, on va avoir un principe de rayon laser. On va donner des coordonnées qui vont être la coordonnée d'entrée d'un rayon. Et les rayons vont rebondir sur les gemmes dans le tableau, et prendre la couleur des gemmes sur lesquelles ils rebondissent, et ressortir de la grille à un certain endroit. Et c'est avec ces informations-là qu'on va deviner petit à petit où sont placées toutes les gemmes. Ça paraît très compliqué au début, et au final, ça marche. Et c'est très malin, donc encore un petit jeu de déduction et de logique vraiment intéressant. 15e position, le jeu Botswana, la nouvelle édition. Alors ça aussi, c'est un assez vieux jeu, je crois que le jeu d'origine il date de 1994, et là il a été réédité avec un super matériel, des belles illustrations, des beaux petits pions, et c'est un jeu vraiment très simple, puisqu'à son tour, on va devoir simplement jouer une carte et récupérer une petite figurine d'animal. Et c'est tout, ce qu'on fait à son tour. On va faire ça chacun à tour de rôle. Évidemment, on va pas faire ça au hasard, les cartes sont numérotées, il y a différents types d'animaux, et une fois qu'on aura placé 6 animaux d'un même type au centre de la table, ça va mettre fin à la partie, et on marquera des points en fonction des jetons animaux qu'on a récupérés, qui vont avoir une valeur qui va correspondre à la dernière carte jouée de cet animal.
au centre de la table. Donc voilà, j'ai à peu près expliqué les règles simplement. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, vous avez la vidéo sur la chaîne. Mais c'est vraiment très simple, mais ça marche très très bien. C'est un jeu un peu méchant, un peu de bluff, puisqu'il va falloir essayer de faire baisser la valeur des animaux récupérés par les adversaires, augmenter la valeur de ceux qu'on a récupérés en majorité. Et voilà, ça va être un équilibre à trouver là-dessus, ça se joue vraiment très vite. Pas un énorme contrôle, mais c'est plutôt fun, et c'est un bon petit jeu familial. 14e place, Alibi. Alibi, c'est un jeu d'association d'idées, cette fois, qui va beaucoup faire penser à Codenames, sauf que là, on joue tous en même temps, c'est un jeu coopératif. Notre but, ça va être de trouver le coupable parmi un certain nombre de personnages. Pour ça, on va avoir des mots qui seront attribués à chaque personnage, et on va devoir trouver un mot commun entre les deux personnages qui nous ont été distribués, parce qu'on va avoir des cartes qui représentent les personnages au centre de la table. Et chacun fait ça en même temps, trouve son petit mot, pour que tous les autres joueurs réussissent à deviner les paires que vont avoir chaque joueur, les paires de personnages qu'auront chaque joueur. Si ça se passe bien et qu'on arrive tous à bien deviner, il restera plus qu'un seul personnage qui n'est pas associé à un autre, et ce sera lui le coupable, et ça va nous faire marquer plus ou moins de points. Il y a un petit système de scoring. Donc voilà, une bonne alternative à Codenames pour ceux qui aiment les jeux d'association d'idées, où on va avoir un jeu un peu plus dynamique que Codenames, puisque tout le monde joue à peu près en même temps. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, plutôt une bonne surprise. En 13e place, le jeu Rhinewright. Rhinewright, c'est la version jeu à cocher du jeu Ra. Donc Ra, c'est un excellent jeu d'enchères, très connu, sorti il y a très longtemps maintenant, mais qui reste une valeur sûre aujourd'hui. Ici, ils ont réussi à garder un petit peu l'ADN du jeu en l'adaptant donc à un flip and write, puisqu'on va retourner des cartes et sélectionner des cartes pour cocher les choses sur une petite grille. Et la vraie originalité et l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il va y avoir pas beaucoup d'interactions. Au niveau du scoring, il faudra bien faire attention aux cartes que choisissent les autres joueurs, puisque il y aura plusieurs scorings dans la partie, et que ça va dépendre des majorités dans les zones qu'on a cochées. Et du coup, c'est un jeu très efficace, que j'ai beaucoup aimé. Donc encore une fois, il y a de moins en moins de jeux à cocher qui sortent ces derniers temps, et celui-là, je trouve qu'il s'est démarqué des autres. Dice Pool Party ensuite, celui-là c'est un simple jeu de Yams revisité. J'en ai parlé récemment, j'ai fait la vidéo règles. Il va arriver en français l'année prochaine, très bientôt. Et c'est un jeu qui a une originalité, c'est que l'analyse des dés qui vont être lancés va durer 3 secondes. Donc on va mettre des dés dans une boîte, plusieurs dés de différentes couleurs. On va mélanger cette boîte et ensuite on va révéler les résultats des dés, mais pendant 3 secondes uniquement, avant de refermer le couvercle. Et il aura fallu, pendant ces 3 secondes, bien analyser les dés pour choisir quel type de dés et quel type de scoring on va faire à ce tour. En sachant qu'il y aura 12 types de scoring différents à faire pour une partie, et qu'il faudra tous les faire à un moment ou à un autre. Donc on pourra décider de scorer les dés de telle couleur, ou alors tous les dés 4, ou alors tous les dés 5, ce genre de choses. Et ce simple twist de devoir analyser rapidement et tout, ça met un petit peu de pression, et ça crée toute l'originalité du jeu, et ça fonctionne très très bien. Donc un jeu, encore une fois, ultra familial, très simple à sortir, très rapide, et très sympa. 11e, Poker Voces. Celui-là, c'est une revisite, comme vous l'avez deviné, du jeu de poker, version plus fun et plus délirante, puisque vous allez devoir créer plusieurs mains de poker dans un même tour de jeu, en échangeant des cartes en temps réel avec les autres joueurs. Donc vous allez commencer à piocher 5 cartes, et vous allez décider, moi je vais échanger 2 cartes, qui c'est qui en veut, hop, vous prenez 2 cartes à quelqu'un d'autre, vous regardez ce que vous avez, et votre but ça va être d'essayer de faire une main de poker à peu près correcte, avec ces 5 cartes. Dès que vous pensez avoir une main sympa, vous la mettez face cachée devant vous, vous piochez à nouveau 5 nouvelles cartes, et vous faites la même chose pour une seconde main, et encore la même chose pour une troisième main, et il faudra aller assez vite, puisque dès que 2 joueurs ont fini de poser leurs 3 mains, ça met fin à la manche, et tous les autres joueurs vont devoir poser les cartes qui leur restent, éventuellement sans les regarder. Et ensuite on passe à une phase de pari, d'enchères, avec des jetons de poker, vraiment on retrouve un petit peu l'ADN du jeu de base quand même. Et il faut se souvenir du coup des combinaisons de cartes qu'on a devant nous, parier, se coucher éventuellement, et on va faire 3 manches, on va gagner plus ou moins de points. Donc voilà, une version originale et un peu plus marrante du jeu de poker que j'ai beaucoup aimé, plus party game, un peu fun, ça fonctionne pas mal aussi. Jinxo en 10e place, encore un jeu d'association d'idées un petit peu, qui va beaucoup faire penser à Unanimo, mais avec un petit système de scoring un peu plus original, et qui va créer un petit peu plus de stratégie, on va dire, pour ce genre de jeu. L'idée, ultra vue et connue, c'est de trouver des mots en commun avec les autres joueurs par rapport à un thème donné. Donc on va vous dire par exemple,
les ingrédients d'une pizza, bon, mais il faudra donner les 3 ingrédients de pizza qui vous paraissent les plus courants, ou en tout cas ceux que vous pensez qui vont être communs avec les autres joueurs. Et ces mots, vous allez les écrire dans une grille de 3 cases par 3 cases, donc une grille de 9 cases au total. Et les cases dans lesquelles vous allez écrire ces mots vont valoir plus ou moins de points. Et donc il faudra stratégiquement mettre ce dont vous êtes sûr là où ça vaut le plus de points par rapport aux réponses des autres joueurs. Voilà, explication très schématique, peut-être pas très claire. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo règle. Mais c'est une très bonne surprise que j'ai beaucoup aimé. Ça, une sorte de petit party game aussi assez rigolo, qui crée pas mal d'ambiance et pas mal de rigolade autour de la table. 9e position, Spooktacular. C'est un jeu qui va être très thématique ici, puisque on est dans l'univers des monstres, plus précisément des monstres de films de cinéma. Ça va se passer justement dans un cinéma le soir d'Halloween où on diffuse des films de monstres et les monstres vont sortir des écrans et vont commencer à faire peur et à manger un peu les spectateurs. Donc c'est un jeu où on joue chacun pour soi et le but ça va être de marquer un maximum de points. On va être dans un jeu très asymétrique puisque chaque joueur va incarner un monstre bien spécifique qui va avoir ses propres règles et ses propres pouvoirs. Et principalement, mais ça va être un jeu de placement et de déplacement, de collection un petit peu, et tout ça à base de cartes actions qu'on va jouer. Voilà, c'est difficile à pitcher en quelques mots, mais c'est vraiment sympathique et assez original, avec des petits meeples, un grand plateau, des superbes illustrations. Il y a un gros travail à ce niveau-là, puisque il y a, je pense, une vingtaine de monstres différents dans le jeu, donc on va pouvoir bien renouveler les parties. Et c'est, je vous dis, assez facile à jouer, il n'y a pas beaucoup de texte sur le matériel, un petit peu plus peut-être que les autres, puisqu'il y a quelques petits pouvoirs et quelques petites capacités à lire, notamment sur les cartes et sur les plateaux des monstres, mais ça reste tout à fait jouable et super intéressant. Ensuite, j'ai choisi Carnival of Sins, pareil, sorti tout récemment. Celui-là, il arrive en français aussi bientôt. Un jeu de dés et de cartes avec une mécanique un petit peu de bluff. Le but du jeu, ça va être de marquer un maximum de points en collectionnant des dés à chaque tour. Et pour ça, on va commencer la partie avec une même main de cartes qui représente les 7 péchés capitaux. Et on va jouer tous face cachée une carte simultanément qu'on va dévoiler, et en fonction de la carte qu'on a jouée, on va récupérer des dés de différentes façons. Donc les dés sont tous différents, un nombre de faces différents. On va avoir des capacités qui vont permettre de relancer les dés, de piquer les dés aux adversaires, enfin différentes choses. Et il faudra se souvenir des cartes qui ont été jouées par les autres joueurs pour jouer les bonnes cartes au meilleur moment et marquer un maximum de points. Donc c'est assez simple à jouer, c'est très rapide et c'est très cool. All-Aboard en 7e position, un petit jeu avec des animaux qu'il va falloir essayer de placer sur des bateaux. Donc principe de l'arche de Noé un petit peu, vous allez avoir un même deck de cartes en début de partie avec tous les autres joueurs, mais vous allez les piocher dans un ordre aléatoire. Vous allez dévoiler des cartes bateaux au centre de la table, et à votre tour, il faudra jouer des cartes sur des bateaux, donc avec des animaux différents qui vont avoir un poids différent, et il faudra faire en sorte que les bateaux arrive à supporter le poids des animaux qui vont être dessus. Si ça dépasse, le bateau va couler et les animaux ne seront pas scorés. Si par contre, une fois qu'on a fini le tour, le poids des animaux ne dépasse pas la limite, là les joueurs qui auront joué les animaux sur ces cartes vont pouvoir marquer les points associés. Il y a une version ultra familiale où c'est juste ce principe-là, et la petite subtilité, c'est qu'à un moment donné, on va jouer les cartes face cachée, donc on ne saura pas quels animaux et quel poids il va y avoir sur les bateaux. Ça marche déjà plutôt pas mal, mais le jeu complet rajoute des petites capacités à chacun des animaux qui vont changer un petit peu les règles et casser un peu tout ça. Ça en fait un jeu assez chaotique, hein, clairement, où on contrôle pas tout, mais c'est très très fun. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié aussi. En 6e place, le jeu Lure, un jeu que j'ai beaucoup joué cette année, puisque c'est un des jeux préférés de mon fils. Ça va être un jeu de pêche, donc on aura des petits poissons représentés sur des cartes, les illustrations sont plutôt jolies, et on va essayer de récupérer ces poissons avec une mécanique à base de dés et de paris, puisqu'il faudra miser des dés à chaque tour pour essayer de piocher les poissons. Quand on va choisir le nombre de dés qu'on va lancer à chaque tour, c'est celui qui aura choisi le moins de dés qui va avoir l'initiative et qui va avoir l'opportunité de récupérer les poissons avant les autres. Et évidemment, pour piocher les poissons, il faudra atteindre une certaine valeur avec les dés, plus quelques petites contraintes particulières. Et on va faire comme ça plusieurs tours, et le but, ça va être de récupérer un maximum de points, puisqu'il y a des points sur les cartes poissons. Pareil, mécanique assez simple, mais très efficace, un bon petit jeu de dés et de collection de cartes. Trinket Trove en 5e position, encore un petit jeu de cartes et de collection. Là, ça va être un principe de collection donc d'objets, donc il y a des objets sur les cartes. Plus on aura d'objets d'un certain type, plus on marquera de points. Donc vous avez sur les cartes
les points en fonction du nombre de cartes que vous arriverez à collectionner. Et le thème, on est des petites souris et on récupère des petits objets dans la maison pour faire nos petites collections. La mécanique de sélection de cartes est assez intéressante, assez originale, et ça en fait encore un très bon petit jeu familial de collection de cartes, avec des belles illustrations, et je vous dis, un jeu qui se sort très facilement avec à peu près tous les publics. En quatrième position, Emerald Skull, une des bonnes surprises de cette année aussi, puisque là on est dans une sorte de jeu d'ambiance aussi à base de dés et de paris. On va avoir à chaque tour un joueur qui va lancer des dés, plus ou moins, en fonction de ce qu'il pourra dépenser ou pas en début de partie, et essayer de faire les meilleures combinaisons pour placer les dés sur un plateau. Et pendant qu'il va faire ça, tous les autres joueurs vont pouvoir parier sur la réussite ou l'échec de ce joueur-là, selon différents critères. Il y aura à chaque partie des critères qui vont être différents. En plus, il y a pas mal de rejouabilité dans le jeu. Donc on va pouvoir poser des petites tuiles pour parier sur il va plutôt faire ci, il va plutôt faire ça, et ce sera premier arrivé, premier servi, donc il y a un petit principe en temps réel. Du coup ça crée pas mal d'ambiance autour de la table, on se chambre un peu et ça fonctionne très bien, donc un bon petit jeu d'ambiance à base de dés que j'aime beaucoup. En troisième position, Party Panda Pirate. C'est un jeu qui est sorti en fin d'année 2024, donc j'ai décidé de l'intégrer au classement de cette année, puisque j'en avais pas parlé avant et qu'on n'a pas beaucoup entendu parler ailleurs, alors que je trouve il mérite quand même d'être mis un peu en avant. C'est pour moi la meilleure définition du jeu familial, et aussi la meilleure adaptation du jeu vidéo Mario Party, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un jeu qui va être sur un principe de plusieurs mini-games, plusieurs mini-jeux, avec un matériel assez simple, puisque vous aurez principalement des cartes, des dés et des petites pièces, des petits jetons. Et avec tout ça, vous avez, je crois, 24 épreuves différentes, 24 petits jeux différents que vous allez piocher en début de partie. Vous allez en faire qu'un certain nombre à chaque partie. Des belles figurines, du beau matériel, et donc des mini-jeux tous assez sympathiques. Donc ils sont assez réguliers, il y en a qui sont moins bien que d'autres, ça va dépendre aussi des affinités de chacun. Mais je les ai trouvés tous intéressants, et surtout c'est un excellent jeu d'ambiance familiale, hein. Vous allez bien rigoler normalement autour de la table, puisque ça va être un peu de dextérité, ça va être de la rapidité, de la logique, ce genre de choses. Et c'est une très bonne surprise et un très bon jeu familial que je conseille à tous ceux que je peux voir, mais encore une fois assez difficile à trouver, puisque pas édité en français, et même dans les boutiques d'import, je crois que c'est compliqué à trouver aujourd'hui. Espérons une réédition prochaine. En seconde place de mon classement, j'ai choisi le jeu Fliptoons. Fliptoons, vous allez certainement en entendre parler l'année prochaine, puisqu'il va arriver en français, et je pense qu'il va beaucoup plaire, déjà pour ses illustrations. Vous allez avoir des petits personnages de cartoon, type un peu années 60-70, super jolis, il y en a énormément dans le jeu. Chaque personnage va évidemment avoir une petite capacité, et on va être sur un principe de deck building, mais de deck building un peu automatique, puisque à chaque tour, vous allez piocher dans votre deck de cartes 6 cartes, faire 2 lignes de 3 cartes, et les piocher dans l'ordre bien précis, donc de lecture, de gauche à droite, placer ces cartes, et en fonction de la position de ces cartes dans votre petit tableau, vous allez avoir des petits pouvoirs qui vont s'activer et qui vont vous faire gagner plus ou moins de pièces. Ces pièces-là vont vous servir principalement à la fin du tour à recruter de nouveaux personnages dans votre tableau. Au niveau du principe, on essaye de faire le meilleur dessin animé possible. Et le but du jeu, c'est d'atteindre un certain nombre de pièces avant les autres joueurs. Donc c'est un principe de course, il faut essayer de trouver le meilleur moteur pour essayer de gagner la partie avant les autres. Donc il y a clairement beaucoup d'aléatoires, puisqu'on pioche les cartes vraiment au hasard et elles s'agencent comme elles sortent. Mais il y a un peu de tactique quand même, parce que il y a des synergies qui se créent entre les différentes cartes. Il y a de l'interaction un petit peu entre les joueurs aussi, et je trouve que le principe est assez malin et vraiment tout à fait adapté à un public familial. Donc c'est un très bon jeu du genre. Enfin, en première place de ce classement, j'ai un petit peu triché puisque je vous ai mis encore une réédition d'un vieux jeu de 1998, remis au goût du jour pour cette année, qui va arriver en français l'année prochaine en plus. C'est La Traversée du désert. La Traversée du désert, c'est encore un jeu de Reiner Knizia, qui est l'auteur de Rebirth aussi, donc numéro 1 de mon classement des meilleurs jeux familiaux sortis en France. Il est numéro 1 aussi des meilleurs jeux sortis à l'étranger avec ce jeu-là. Et c'est un petit peu le même ADN, le même type de jeu, puisqu'on va être dans ce style de jeu où vous allez avoir des règles très simples, simple pose de chameau là, dans ce cas-là. Mais avec ces règles très simples, vous avez pas mal de tactiques et de stratégies différentes à mettre en place, puisque vous avez plusieurs façons de scorer. Donc vraiment, c'est le pendant de Rebirth, peut-être même encore plus simple celui-ci.
mais c'est vraiment très efficace. Il y a une extension qui est sortie avec, qui ajoute plusieurs différents modules qui sont plus ou moins intéressants, donc c'est à vous de voir si vous souhaitez jouer avec ou pas, si le jeu vous intéresse. Dans tous les cas, c'est des jeux avec un très bon rapport simplicité, profondeur de jeu, profondeur tactique, que je vous conseille quand il arrivera en français. Il y a quand même pas mal de matériel, donc le principe c'est de faire des petits convois avec des chameaux de manière un peu maligne pour marquer un maximum de points en fonction de pas mal de critères. Je ferai de toute façon la vidéo règle sur la chaîne, c'est sûr. Voilà, donc c'est un jeu que je conseille fortement. Si vous le connaissez pas encore, même si c'est un vieux jeu, il est toujours d'actualité. Et on est bon pour cette deuxième vidéo de classement des meilleurs jeux de 2025, donc les jeux en VO, encore une fois beaucoup de jeux, et encore j'ai pas pu mettre tous ceux que j'aurais voulu, puisqu'il y a certains jeux que j'ai pas reçus dans les temps, notamment Hot Streak et Magical Athlete, qui sont deux petits jeux de course délirants qui auraient eu tout à fait leur place dans le haut de ce classement, mais que je recevrai qu'en janvier prochain. D'autres jeux aussi que j'ai reçus un peu trop tard pour pouvoir les tester, mais voilà, je fais avec le temps que j'ai et les jeux que je teste. Évidemment, il y a plein d'autres jeux que j'ai pas testés, donc je vous laisse me dire en commentaire s'il y a des jeux qui vous ont intéressé, que j'aurais éventuellement oublié, ou si vous connaissez ces jeux-là, s'ils vous plaisent aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir donc les 5 autres vidéos de classement que je m'amuse à faire en fin d'année à chaque fois, c'est mon petit plaisir. Je trouve ça rigolo, voilà, de faire un petit bilan de tout ce qui est sorti, et de me rendre compte de tous les jeux que j'ai pu tester. Bon jeu!